Aujourd'hui, Paul Bigler, l'avocat héros du film réalisé par Otto Preminger en 1959, Autopsie d'un meurtre, en français, dont le scénario est l'adaptation d'un roman écrit par le juge John Volker à partir d'un meurtre réellement commis en 1952. Paul Bigler, c'est l'avocat dans toutes ses contradictions, dans toutes ses passions. C'est l'avocat des abusés qui préfère aller à la pêche, à la mouche, plutôt que de trouver des clients, mais qui, dès qu'il pressent qu'il peut établir la justice et défendre une cause, met tout son art oratoire au service de cette cause, qui n'est pas forcément la manifestation de la vérité, car il sait que cette vérité n'est pas manichéenne, qu'elle est complexe par la nature même des hommes. C'est James Stewart qui prête les traits de notre héros dans le film. Paul Bigler a donc la cinquantaine, une belle prestance, un accent parfait. James Stewart est originaire de Pennsylvanie, des costumes et un chapeau qui établissent un homme. Son seul défaut, mais cela n'en est pas un pour l'époque, il fume le cigare. Ah oui, il n'est pas non plus insensible au beau brin de femme. Il a été avocat général de son comté du Michigan pendant 10 ans, avant de perdre son poste face à Mitch Ludwig. Depuis, il a posé sa plaque d'avocat chez lui, mais il passe le plus clair de son temps donc à la pêche. Il est capable de s'absenter 3 jours, sans doute sur le lac Michigan lui-même, et dépense le peu d'argent qu'il gagne pour sa passion en achetant des moteurs hors bord plutôt que de verser le salaire de sa secrétaire Maïda. Non qu'il l'exploite honteusement, elle lui est toute dévouée, mais plus volontiers parce que la nécessité de gagner de l'argent, surtout lorsqu'il s'agit de droit et de justice, l'indiffère. Célibataire, sans enfant, ses seuls liens sociaux semblent être Maïda et Parnell McCarthy, son mentor, devenu alcoolique, sans doute par ennui et défaut de cause à défendre. Désabusé par son éviction du poste d'avocat général, le bureau de Bigler montre qu'il est toutefois attaché aux apparences de sa nouvelle profession. Il est ordonné et les recueils de jurisprudence trônent en bonne place. Enfin, caractéristique majeure du personnage, qui jure avec son classicisme apparent, c'est un pianiste de jazz hors pair. On le voit même jouer avec Duke Ellington lui-même, le musicien signant une bande originale fantastique du film de Preminger. Paul Bigler s'occupe donc des divorces, des référés, des successions, dans ce comté tranquille, jusqu'à ce que Laura le contacte pour défendre son mari, le lieutenant Frédéric Magnon, inculpé du meurtre du tenancier d'une auberge, sur lequel, sans l'ombre d'un doute, il a tiré plusieurs fois. Bigler hésite à assurer la défense de Magnon, mais il est charmé par Laura, femme libérée pour son époque, voyons qu'elle ne porte pas de gaine, et il est intrigué par ce lieutenant arrogant qui ne semble pas du tout regretter son geste. Pour cause, il aurait assassiné Barney Quill parce qu'il aurait violé sa femme. Mari passionné ivre de vengeance ou meurtrier calculateur, pour lui éviter la prison à vie, Bigler propose de plaider la démence passagère, ou plutôt, selon un arrêt de 1896, l'impulsion irrésistible. Sur fond de loi non écrite, la morale l'autoriserait à se venger du violeur. Et l'on comprend vite que, loin d'être misogyne, sensible au charme des femmes et amusé par l'esprit libre de Laura, c'est la cause féministe que Bigler va devoir défendre bien plus que le mari vengeur. Paul Bigler s'adjoint McCarthy pour reconstituer le puzzle, l'occasion pour l'avocat constitué de remettre en selle son mentor et le sortir de son quotidien de pochard. Et la chose n'est pas facile, car son client Magnon est irascible, suffisant, insolent, et fait montre d'une jalousie extrême à l'égard de quiconque parle de ou évoque sa femme en des termes peu amènes. Alors Bigler se réfugie d'abord derrière le droit. Faire prendre conscience à son client qu'une justification, le viol de sa femme, n'est pas une cause d'irresponsabilité. Il faut jouer des subtilités de la loi sur la démence passagère et faire appel au psychiatre de l'armée pour étayer sa thèse. Le droit, la jurisprudence, mais aussi le bluff, pour obtenir des renseignements de la part du bureau de l'avocat général, notamment les résultats du détecteur de mensonges passé par Laura sont nécessaires pour défendre son client. Et surtout, l'éloquence lors des audiences. Nous y voilà. Car le film de Preminger n'est pas vraiment un film sur le fonctionnement de la justice. On ne voit ni l'enquête policière, ni même les réquisitoires finaux et les délibérations. Il montre le basculement d'une organisation régulée en foire émotionnelle, analyse Ariane Beauvillard. Et les couples sont multiples. L'accusation qui n'hésite ni à subordonner ses témoins, ni à harceler les interrogés. L'accusé qui profite de l'atmosphère brouillonne et passionnée pour faire de son crime un acte d'amour. L'avocat lui-même, Paul, qui cherche à décrédibiliser l'accusation en fermant les yeux sur l'état d'esprit de son client. La nation, enfin, qui, représentée par un jury, se laisse entraîner dans le jeu de miroirs et de débats de forme orchestrée par tous. Alors, insinuation après objection, Paul Bigler marque les esprits des jurés pour contrer l'instruction à charge du ministère public, qui reçoit les renforts d'un avocat général de la grande ville, Claude Denser, véritable meneur de l'accusation sûr de lui.
Il sait que le juge a beau rayer une insinuation ou un témoignage dans les minutes, on ne force pas un juré à oublier ce qu'il a entendu. Et il faut imprimer, audience après audience, sa version de l'histoire. Paul est calme, serein la plupart du temps, presque désinvolte, en confectionnant ses hameçons, ses mouches pour la pêche, pendant que les témoins de l'accusation déposent, jusqu'à ce qu'il s'emporte face aux dénis et conjectures du ministère public, dont la nouvelle stratégie consiste à faire le procès de Laura, femme légère qui sort dans les bars la nuit seule et qui, comble de scandale, ne porte pas toujours de culotte. La scène du témoignage de Laura est pesante, les insinuations répétées de Dancer sur l'inconvenance de Laura finissent par faire sortir Bigler de ses gonds face à ce jugement de l'agression qui devient celui de la violée. La stratégie de Bigler, prouver le viol, pour convaincre les jurés que dans une impulsion irrésistible, Magnon est allé tuer l'agresseur de sa femme. Bigler joue les effets de manche au point de risquer le blâme, mais il fait rire l'assistance et convainc progressivement l'auditoire. Il prend possession de la cour, s'assoit où il veut, il est à l'aise, il emporte le jury dans sa théorie malgré les dénégations des avocats généraux, qui finissent par laisser parler jusqu'à ce qu'ils tombent eux-mêmes dans le piège de leur certitude. Le viol a bien eu lieu, c'est la fille de Barney, la victime, qui finit par en apporter l'élément tangible, la culotte déchirée appartenant à Laura et retrouvée dans les affaires de Barney Kill. Le film est très réaliste. Les échanges virulents ne sont pas surjoués. L'histoire est crédible puisqu'elle a été écrite par un juge d'après un fait divers et c'est Joseph Welch qui joue le rôle du juge Weaver. Or, Welch était un avocat dans la vraie vie, tombeur du sénateur Joseph McCarthy. Premier film grand public à évoquer directement la question du sexe par le viol dans une cour d'assises en 1959, Autopsie d'un meurtre est aussi le modèle encore inégalé du trial film, selon Ariane Beauvillard toujours. Plus qu'une œuvre de genre, de pure forme visant à époustoufler le spectateur par sa maîtrise du rythme, ce qu'il fait notamment lors de la première scène du procès, Autopsie d'un meurtre, comme son titre l'indique, est une étude en mouvement de l'illusion de vérité et de justice que représente le droit dicté par un jury humain. Car il se joue des effets comiques de caractère et de langage. Preminger ne cherche jamais à masquer la profonde noirceur de son argument. L'histoire d'un crime impuni ou mal puni, l'histoire de la défaillance ultime que représente le jugement de l'homme. Autopsie d'un meurtre est en fait le procès de la surenchère morale symbolique des juges et des jugés, dont l'apothéose est la présentation de Magnon comme un militaire remarquable rentrant de Corée, dans un pays prêt à sacrifier les faits, les femmes et la justice sur l'autel de la bravoure et du bon sens viril. La punition du viol est réelle, mais elle sort du cadre de l'acceptation collective pour entrer dans la vengeance pure, tandis que le meurtre de vengeance, tout aussi réel, restera impuni. En cela, l'idée de justice pour Paul Bigler apparaît bien singulière, plus proche de la cause que de la vérité, de la défense que du châtiment. Transfiguration complète d'un ancien avocat général vers le métier d'avocat de la défense. Alors courez vite, voir ou revoir Autopsie d'un meurtre, ne serait-ce que pour l'interprétation magistrale de James Stewart, lyrique et Ben Gazzara, et la musique de Duke Ellington, entraînante, histoire de découvrir les facettes subtiles de notre avocat qui fait de l'éloquence et les effets de manche une arme redoutable pour retourner un jury et finalement l'opinion publique de son temps.